À la une de l'actualité ce soir, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, lance les travaux de construction d'une mine d'or à Houndé dans la province du Tuy. C'est la société Endeavour Mining qui est porteur du projet. La mine sera exploitée pour une durée de 8 ans et va générer environ 1800 emplois. Le premier lingot d'or est attendu pour fin 2017. Le film de la cérémonie dans ce journal. Et puis vivre dans les bidonvilles et se sentir mieux, c'est l'objectif d'un programme participatif d'aménagement piloté par le ministère de l'Urbanisme. Ce matin, le ministre et ses partenaires de l'Union européenne ont fait une descente dans le quartier Bissigui à Ouagadougou où s'exécute le projet. Une vue des réalisations en cours dans cette édition. Et si vous êtes dans une zone viabilisée et vous avez besoin de construire, cette information vous concerne. Le Centre de facilitation des actes de construire est en train de réfléchir sur l'allègement des procédures d'obtention de permis de construire. Le centre veut réduire les délais à 14 jours, mais aussi les coûts à plus de la moitié. Comment tout cela va se passer? On en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bientôt une mine d'or à Houndé dans le Tuy. C'est le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a procédé au lancement officiel des travaux de construction de la mine. La mine sera exploitée pour une durée de 8 ans. Elle va générer environ 1800 emplois, dont 95% dans la seule province du Tuy où s'exécute le projet. La population espère donc beaucoup de cette exploitation minière. Le premier lingot d'or est attendu d'ici à fin 2017. Le film de la cérémonie avec Karim Sissé. Cette forte mobilisation des populations du Tuy témoigne de l'intérêt qu'elles accordent au lancement de la mine de Houndé, une mine dont la construction va s'étaler sur une période de 18 mois. Avec son lancement ici effectué par le président du Faso, les populations font déjà un espoir sur ce projet. Nous, la jeunesse de Houndé, voir une grande société minière se présenter dans notre localité, ça nous fait plaisir. J'espère qu'ils nous embaucheront pour diminuer le chômage. La santé, oui, l'éducation, si. Mais actuellement, si la jeunesse gagne un emploi, on s'est dit que non, le reste, en tout cas, on pourra en tout cas faire, ça va aller. La mine de Houndé, selon le président directeur général de Endeavour Mining, a une durée de vie de 8 ans. Le premier lingot d'or est prévu pour fin 2017. Ici, l'exploitation se fera à ciel ouvert. La loi est extrêmement précise au niveau du Burkina Faso, la loi minière, sur la façon dont on doit opérer une mine à ciel ouvert, sur la façon dont on doit traiter les résidus, sur la façon dont on doit traiter les produits chimiques, les explosifs. Donc tout ça est extrêmement réglementé. Et donc nous avons soumis un plan qui a été validé par le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement. La mine de Houndé porte à 10 le nombre de mines industrielles au Burkina Faso. Elle contribuera à elle seule à plus de 100 milliards de francs CFA au budget de l'État et créera 1800 emplois directs et indirects. Je dois saluer Endeavour Mining pour déjà les engagements qui ont été pris. Comme je vous l'avais constaté, nous sommes au lancement. Ce sont des zones qui étaient occupées par des populations. Ils se sont entendus et le représentant a bien souligné que cela s'était fait vraiment en bonne entente et je crois que c'est ce qui est important d'abord à noter. Le second point, ils se sont engagés également à recruter autant que possible du local. 95% du personnel, ce sera du personnel local. Et je crois également que c'est des actions qu'il nous faut saluer. Endeavour Mining dit nourrir de grandes ambitions au Burkina Faso. Et la mine de Houndé est le deuxième projet de cette société au Faso, après celle de Karma à Waïguia. Des hommes d'affaires taïwanais chez le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Ils sont allés exposer hier dans l'après-midi ce qu'ils comptent investir au Burkina Faso. Ils vont travailler dans le solaire et entendent faire profiter grandement le Burkina. À leur sortie d'audience, ils se sont confiés à Nathalie Kaoré. On les écoute. Des investisseurs taïwanais au Burkina Faso pour voir la possibilité de produire de l'énergie solaire. C'est la preuve que le Premier ministre a convaincu les hommes d'affaires taïwanais lors de son dernier voyage à Taipei. Quand il était à Taïwan, il a visité la société Taton qui produit des panneaux solaires et beaucoup de produits électroniques. Voilà, c'est sur l'engagement de PDG de la société Taton. Donc il a envoyé une délégation, 2 experts, de venir au Burkina pour connaître un peu le marché burkinabé et aussi pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut les aider
dans le domaine de l'énergie solaire. Avant d'aller chez le chef du gouvernement, la délégation dit avoir échangé avec le premier responsable du département en charge de l'énergie. Elle s'est aussi rendue dans 3 villages du Burkina Faso pour étudier la faisabilité d'un projet d'énergie solaire selon le contexte burkinabé. La situation au Burkina n'est pas tout à fait la même chose en Asie ou bien dans des pays que des pays de Moyen-Orient. Donc il y a toujours un peu de réajustement à faire en termes de technique dans le domaine de l'énergie solaire. Visiblement satisfaite, la délégation compte revenir pour une seconde visite avec à l'appui un projet de production d'énergie solaire. Projet qui sera soumis au gouvernement pour entamer un nouvel axe de coopération avec la Chine-Taïwan. Toujours au chapitre carnet d'audience, le Premier ministre a reçu ce matin une délégation du Conseil des ministres du SILS. Avec Paul Kaba-Atieba, les échanges ont porté sur le contenu des travaux du Conseil des ministres du SILS qui se tient depuis ce matin dans la capitale burkinabé. La synthèse avec Kadi Sanogo. La délégation du Conseil des ministres du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS est allée faire le point du contenu des travaux du Conseil des ministres à Paul Kaba-Atieba et recueillir des conseils. C'est pour venir un bonjour de courtoisie au Premier ministre et lui rendre compte du contenu du Conseil des ministres et demander des orientations par rapport à ce Conseil des ministres. Nous avons été reçus avec une oreille attentive et il nous a demandé de mettre en commun nos efforts avec l'ensemble des autres pays du SILS pour mettre notre institution au-dessus de la précarité. Et également, il nous a demandé aux différents pays de voir comment on peut rapidement mobiliser les ressources internes, surtout sur le plan de la cotisation, pour doter notre institution de capacités financières à pouvoir régler les problèmes de la communauté. La délégation s'est dit satisfaite des conseils et des recommandations reçues. Justement, à propos des travaux de cette 51e session du Conseil des ministres du SILS, ouvert ce jeudi, ce sont les ministres en charge de l'agriculture des 13 pays membres qui sont concernés. Ils doivent définir une feuille de route pour le secrétariat exécutif de l'organisation. Ils auront également à connaître des dossiers dont celui de la gomme arabique au Sahel et la promotion de la pomme de terre. Salif Belem, Pascal Kane. C'est le gouvernement du SILS. Les ministres en charge de l'agriculture des 13 pays membres sont là pour trouver une nouvelle feuille de route à l'organisation. Mais en entendant à la tribune, les intervenants n'interagissent pas de loge pour le travail abattu par le SILS dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Sauf que l'organisation a un talon d'Achille. Elle dépend énormément de ses partenaires financiers, ce que leur représentant a d'ailleurs souligné. En mars 2016, seulement 2 pays sont à jour de leur cotisation. Les autres cumulent plus de 2 milliards d'arriérés. C'est inquiétant, il faut qu'on le reconnaisse, mais nous faisons tout pour que les uns et les autres puissent se mettre à jour le plus rapidement possible. Dans les résolutions des travaux des experts, cela est ressorti et on a fait un calendrier pour permettre à ce que les uns ne se sentent pas frustrés parce qu'on connaît les problèmes budgétaires, mais que chacun prenne l'engagement d'aller ensemble, parce qu'en fait, c'est une cause commune que nous défendons et vous savez que la meilleure arme, c'est les ressources financières. Plus dit-on que l'argent, c'est le nerf de la guerre. En plus de cette question cruciale du financement de l'organisation, les ministres vont également examiner plusieurs dossiers. Il s'agit notamment du dossier gomme arabique et de la pomme de terre dans les pays membres du SILS. De leur côté, les experts du comité régional de programmation et de suivi du SILS ont achevé ce 29 juin leur 23e réunion. Une session qui a permis d'examiner les nombreuses stratégies de politique qui sont à l'origine de la mise en œuvre de nombreux projets. Des initiatives qui ont permis à la sous-région d'asseoir les bases d'un développement durable axé sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Le point avec Ibrahim Sombier et Adama Koulibaly.
Pendant 3 jours, ces experts des 13 États membres du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, ont échangé autour des documents statutaires de l'institution, de son budget ainsi que de sa nouvelle organisation. Nous sommes dans un processus aussi de réorganisation du SILS. Nous avons un appui institutionnel, nous avons un PT 15-19, un programme de travail. Nous avons de nouveaux enjeux, nous avons de nouveaux projets qui sont mis en œuvre. Donc ce que nous sommes en train de se faire, c'est de voir la cohérence qu'il y a entre tous ces programmes et les manquements en matière de gestion administrative financière et pour que nous puissions redoubler d'efforts. L'appurement des arriérés des États membres, la programmation pluriannuelle des activités ou encore le renforcement de la coopération avec des institutions telles que l'UEMOA et la CEDEAO, voici autant de recommandations issues de cette session. Ces recommandations, c'est pour permettre à ce que, justement, on puisse avancer dans la mesure où les pays travaillent en étroite collaboration pour satisfaire les besoins des populations pauvres. Alors, ces recommandations qui nous ont été lues ici vont être mises en œuvre pour que nous puissions arriver à faire en sorte que ce qui est dit, ce qui a été constaté, ce qui est souhaité, puisse être une réalité sur le terrain. Il faut surtout noter que cette rencontre est la réunion préparatoire du 51e Conseil des ministres du SILS, prévu ce 30 juin à Ouagadougou. Dans l'actualité, ce soir, le maire de Ouagadougou vient d'être installé ce 30 juin. Arma Bewende a pris effectivement fonction au cours d'une cérémonie solennelle. Il devient le 6e maire élu de la capitale burkinabé. Arma Bewende se dit conscient de la tâche qui l'attend et des responsabilités qui sont les siennes. Moussa Ouedraogo, Ismaël Sirima, Diloma. Par cet acte, Arma Roland-Pierre Bewende devient officiellement le maire de la ville de Ouagadougou. Occasion pour le 6e maire élu de la capitale burkinabé d'exposer son premier souhait. Je souhaite vivement qu'ensemble, au-delà de nos similitudes et différences, nous sachions faire équipe et œuvrer au mieux-être des populations qui nous ont fait confiance et qui nous attendent. Chers collègues et collaborateurs, en attendant notre plan d'action pour la gestion de la ville de Ouagadougou, qui va matérialiser notre vision découlant du plan national de développement économique et social que le président du FASO, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, met en œuvre dans le cadre de son programme de gouvernement, nous devons nous tenir prêts. Armand Roland-Pierre Bewende dit mesurer la hauteur de la tâche qui lui est assignée. Il s'est ainsi donné une priorité. C'est d'abord impacter le changement de mentalité. Ce changement de mentalité doit amener les Ouagadougouois à retrouver le civisme et le sens de l'intégrité. Donc, et cela commence par nous-mêmes responsables, par nous-mêmes les nouveaux élus. Il a également souhaité bon vent à celui qui, depuis février 2016, a occupé le poste de président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Maurice Mokhtar Zongo va tenir les rênes de la commune de Koudougou. Et puis dans quelques instants, Simon Compaoré, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, sera face aux citoyens pour Dialogue citoyen, une initiative de la CODEL. Simon Gongo, l'animateur principal de l'émission, est en ligne du studio de production de la RTB. Simon, bonsoir. Bonsoir, Fousseni Kindo. Vous l'avez dit, vous aurez deux Simon face à face. Sinon, il y aura aussi les citoyens face à Simon Compaoré, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure. Il va venir donc répondre aux questions des téléspectateurs et vous le savez, le principe de l'émission, il s'agit de venir répondre directement aux interpellations des citoyens au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Et le principe de l'émission est simple, il ne s'agit pas d'une interview ou d'un entretien, mais l'invité vient donc parler directement aux citoyens. Et donc, ce soir, vous pourrez nous appeler pour participer à cette émission au 23 31 83 53 ou encore au 70 30 13 11 ou sur la plateforme Présimet BF ou encore sur la page Facebook de la RTB. Il sera notamment des questions donc de la sécurité intérieure, du terrorisme ou encore des élections et aussi de l'incivisme. Fousseni Kindo, tout à l'heure, c'est à partir de 21h sur la RTB.
Merci à vous, Simon Gongo. On sera au rendez-vous face à face, Simon Compaoré, Simon Gongo et Ismaël Ouedraogo. Veille citoyenne pour l'imputabilité politique et à la redevabilité socio-économique, la valeur ajoutée des technologies de l'information et de la communication, c'est le thème développé par l'ONG Diaconia pour son colloque Capacité 2016. C'est une rencontre de 2 jours qui vise le renforcement des capacités d'adaptabilité des organisations de la société civile de la sous-région à un contexte international en perpétuelle mutation. Nongba Kouda, Maïmouna Traoré. Afrique Capacité ouvre ses portes à Ouagadougou pour la 4e fois. Dans l'optique de consolider la démocratie au Burkina Faso, Diaconia et ses partenaires optent pour une capitalisation croisée des initiatives de monitoring des politiques publiques. Ce forum a la vocation d'explorer les pistes, les opportunités, d'identifier également les difficultés d'utilisation des TIC, notamment leur fiabilité, leur accessibilité, leur coût, et positionner l'action de veille citoyenne par l'utilisation de ces technologies qui sont accessibles et qui ne se réduisent pas à Internet, mais concernent aussi le téléphone mobile, le téléphone simple, la télévision, qui sont également des outils technologiques puissants. Les principales activités du forum sont des échanges sous forme de panels. Question de faire l'état des lieux des approches existantes et d'identifier une feuille de route pour une certification normée des mécanismes de veille démocratique. Nous allons échanger sur les vertus en termes de mythe et de réalité du numérique aujourd'hui, en 2016. Avec Internet, avec la télévision, avec la radio, avec le téléphone, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a aussi des risques. Il y aura des travaux qui seront davantage consacrés à la capitalisation des meilleures expériences, notamment la Situation Room de la CODEL, les programmes de e-governance que l'État lui-même s'attelle à mettre en œuvre. Cette session de réflexion offre donc l'opportunité d'identifier des pistes de rationalisation, de professionnalisation et d'institutionnalisation des mécanismes de la veille citoyenne. Et puis le Forum des citoyens pour l'alternance a tenu ce 29 juin sa 4e session sous le thème de la réconciliation. Pour le FOCAL, la réconciliation est un préalable à la cohésion nationale et au cours de la rencontre, ses responsables ont insisté sur les actions prioritaires comme assainir la justice, l'administration publique et la gouvernance démocratique. Explication, Moussa Ouedraogo, Maïmouna Traoré. Pour éclairer la lanterne des participants, le 4e forum des citoyennes et citoyens de l'alternance a fait appel à 3 communicateurs. Selon Ismaël Diallo, nul besoin de parler de réconciliation comme cela a été le cas en Sierra Leone et au Burundi. Partant de son expérience dans ces 2 pays qui ont connu la guerre, il propose des pistes de résolution. Nous voulons une réconciliation, luttons contre l'impunité. Luttons contre la corruption à tous les niveaux. Acceptons que nous avons un problème ethnique, que nous avons des problèmes religieux, même s'ils sont latents. Et enfin, nous voulons la réconciliation. Entraînons-nous chacun, chacune et tous à être des citoyens. Nous devons regarder en face les problèmes que nous avons et accepter chacun de supporter l'autre. Parce que nous le voulions ou non, l'une des bases essentielles de la démocratie, c'est l'acceptation de la différence. Abdul Karim Saïdou du Centre pour la gouvernance démocratique pense également qu'il faut rendre justice aux victimes des crimes de 1960 à jour. La représentante du Conseil supérieur de la communication, Fatoumata Ouedraogo, a focalisé son intervention sur le rôle de l'institution dans la régulation de l'information pour une communication saine, surtout en période électorale. Elle s'est également appesantie sur les actions du CSC dans les cadres de dialogue et de concertation. La série de questions-réponses a permis aux participants d'échanger pour approfondir la réflexion. Dans l'actualité ce soir, vivre dans les bidonvilles et se sentir mieux, c'est l'objectif d'un programme participatif d'aménagement piloté par le ministère en charge de l'urbanisme. Ce matin, le ministre et ses partenaires de l'Union européenne ont fait une descente dans le quartier Bissigui à Ouagadougou où s'exécute le projet. Des réalisations sont en cours, notamment des canalisations d'eau de pluie, l'électrification à partir du solaire de centres de santé. Ibrahim Sombier, Mounira Kéré. Le quartier Bissigui reçoit des invités de marque. Dans cette zone non lotie, ils sont venus constater et apprécier les aménagements réalisés
dans le cadre du programme PPAB, programme participatif d'aménagement des bidonvilles. Grâce à ce programme, cette chaussée drainante et ce canal ont vu le jour. Il a aussi permis d'électrifier le centre de santé de Bisquin. Tout ça, ça a été aménagé avec la satisfaction du bon nombre de la population, surtout les riverains. Autre infrastructure visitée, le siège du comité du quartier. C'est un bâtiment construit et électrifié à l'énergie solaire dans le cadre du programme PPAB. Ce qui est important dans l'expérience de Bisquin, c'est la participation populaire. Voilà. Depuis l'idée du projet jusqu'à la réalisation, ce sont les populations qui ont été maîtres du projet. Il y a besoin de faire ça dans beaucoup de quartiers comparables et dans beaucoup de villages du pays. Et donc c'est pour ça que nous encourageons le gouvernement burkinabé et nous nous félicitons que la problématique de la vie quotidienne des populations, de l'habitat, de l'urbanisme fasse partie des priorités. Le programme PPAB est le fruit d'une collaboration entre le Secrétariat des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, de la Commission européenne et de l'ONU Habitat. Par contre, si vous êtes dans une zone viabilisée et vous avez besoin de construire, cette information vous concerne. Le Centre de facilitation des actes de construire est en train de réfléchir sur l'allègement des procédures d'obtention de permis de construire. Le centre veut réduire les délais à 14 jours, mais aussi les coûts de plus de la moitié. On essaie de comprendre davantage avec Ismaël Sirima et Paul-David Bambara. Rendre plus fluides les procédures de construction. Le Centre de facilitation des actes de construire, CEFAC, révise ses textes dans ce sens. Le CEFAC veut passer de 21 à 14 jours pour la délivrance des actes de construire. Il envisage aussi réduire les coûts de plus de 50%. De par le passé, une étude de sol, une étude géotechnique du laboratoire national du bâtiment pour une construction à niveau coûtait autour de 700 000. Aujourd'hui, les coûts sont revenus à 300 000. Pour permettre aux textes qui seront amendés à cette rencontre d'avoir les effets escomptés, des mécanismes d'application vont voir le jour. Et nous avons également en perspective la déconcentration des centres, c'est-à-dire permettre à chaque région d'avoir son centre de facilitation afin d'encourager le maximum le constructeur à se conformer au texte. De 228 en 2006, ils ont été plus de 800 en 2015 à se conformer à la demande de permis de construire. Et avec ce nouvel allègement des textes, le Centre de facilitation des actes de construire entend augmenter davantage ces chiffres. Et puis le programme spécial de création d'emplois et des femmes pour les jeunes et pour les femmes au Burkina aura en 4 ans permis de créer environ de milliers d'emplois pour 125 000 jeunes et femmes et de bénéficier de formation, de financement, mais aussi d'accompagnement. À l'heure du bilan, c'est donc le satisfecit, mais beaucoup reste à faire, d'où cette rencontre de recadrage pour plus de résultats. Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo. Bilan et perspective. Voici qui réunit les différents acteurs du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Un coup d'œil dans le rétroviseur permet de dire qu'au moins 125 000 jeunes ont pu bénéficier de ce programme spécial. Aller plus loin dans l'aide à l'employabilité des femmes et des jeunes. C'est l'ambition affichée ici. Ainsi, des solutions vont être trouvées au manquement de la première phase du projet qui aura duré 3 ans. Les insuffisances étaient essentiellement liées dans un premier temps à des difficultés liées à la gestion même du programme, au pilotage du programme en tant que tel, mais aussi à l'inadaptation de certaines activités qui n'étaient malheureusement pas en phase avec certaines réalités donc du monde rural, en ce sens que s'il est vrai que le programme a pu manifester un certain nombre d'activités à l'endroit des jeunes ruraux, il n'en demeure pas moins que ces actions n'étaient pas tellement en phase avec les réalités. À l'issue des réflexions, une nouvelle feuille de route va être tracée pour de meilleurs résultats. C'est l'esprit d'entrepreneuriat qui sortira les femmes et les jeunes du sous-emploi et du chômage.
voix des responsables de ce programme. Et c'est pour cette raison que toutes les initiatives qui seront développées tourneront vers cette conviction. Dans la création d'emplois pour les jeunes, les enfants en sont exclus. Et pour réduire le travail des enfants, l'ONG Counterpart International est convaincu que l'éducation est un remède. Il a lancé un projet qui couvre 3 régions du Burkina où sévit l'orpaillage et l'exploitation des enfants. Les détails avec Salif Belem et Yolande Lompo. Après 4 ans de mise en œuvre du projet Réduction du travail des enfants par l'éducation et les services, les membres du comité de pilotage viennent d'être installés. Au nombre de 14, tous s'engagent à aider le gouvernement dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants. Il lui fallait cet organe pour davantage orienter et puis rendre plus efficient l'intervention du projet sur le terrain. Selon une enquête réalisée en 2006 par l'Institut de la statistique et de la démographie, près de 1,6 million d'enfants de 5 à 17 ans sont économiquement actifs. 97,2% d'entre eux mènent des travaux dangereux et à terme, ce projet devrait permettre à 1000 ménages d'accroître leurs revenus, mais aussi à 10 000 enfants et jeunes de retrouver le chemin de l'école ou d'entreprendre un métier. On a pu réinsérer près de 7000 enfants, soit à l'école classique, soit dans les centres de formation. Nous avons cette conviction-là qu'ils n'y retourneront pas, puisque nous allons les accompagner, en compagnie donc des différents partenaires qui nous appuient donc sur le terrain. Nous avons également les populations de ces différentes zones d'intervention qui sont fortement sensibilisées. Soutenu par le gouvernement américain, le projet Hercles intervient dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Moune, où ces enfants sont présents dans les champs de coton et sur les sites d'orpaillage. Et pour promouvoir le bien-être économique et social des populations et surtout des couches vulnérables du Burkina Faso, le pays a adopté en 2012 une politique nationale de protection sociale. Ce mercredi, le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale, chargé de la mise en œuvre de la politique, a organisé une formation à l'intention des cellules régionales. Il s'agit de permettre une appropriation de la politique. Jean Zongo, Claudine Bikaba. La politique nationale pour la protection sociale PNPS, adoptée en 2012, rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre. Et pour plus d'efficacité sur le terrain, les acteurs des cellules régionales du centre-sud, du nord et du centre renforcent leurs capacités. C'était informer les membres des cellules régionales sur les questions de protection sociale. Et également, le deuxième objectif, c'est échanger avec eux sur comment nous allons dérouler la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables. Et également, comment nous allons mettre en œuvre le programme cadre de réponse aux besoins des personnes vulnérables sur le terrain. Le présent séminaire de formation vient clore une série dont l'objectif était de sceller les difficultés inhérentes à chaque région en vue de recadrer les actions en faveur des personnes vulnérables. On avait dit par exemple qu'on voulait passer par les structures de microfinance pour pouvoir, s'il y a des transferts à donner aux personnes vulnérables, c'est de voir avec ces structures-là pour bien étudier la question et aussi essayer de voir si le Trésor peut nous aider dans ce travail. Au terme de cette formation, ces acteurs devraient être aptes à relever les défis liés à la protection sociale dans leur localité. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour indiquent dans leur ensemble que l'examen du dossier Guiro a encore été renvoyé au 25 août prochain. C'est le 5e renvoi de ce dossier, souligne l'observateur Palga. Si dans ce journal, les raisons évoquées, c'est juste pour éviter les problèmes juridiques que la présidente de la Cour a décidé de renvoyer le dossier, dans Sidoya, elle l'a fait après un chantage des conseils de Guiro. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'on s'achemine lentement mais sûrement vers un plan d'appurement de la dette intérieure. En tout cas, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce 29 juin, nous rapporte le pays. Et cet appurement de la dette doit se faire d'ici à fin août 2016, précise aujourd'hui au Faso. En rappel, cette dette intérieure est évaluée à plus de 212 milliards de francs CFA, explique le quotidien. À lire donc dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés ce que le gouvernement prévoit faire à ce sujet. Des rebondissements dans le procès en assises de l'ex-première dame ivoirienne. Le pays rapporte que le 28 juin dernier, un ex-membre du système Gbagbo s'est fendu de déclarations accablantes contre l'ancienne première dame.
Surnommé colonel H, l'ex-chef du groupement des Patriotes pour la paix dit avoir été armé pendant la crise et chargé de la répression, notamment contre les manifestants d'Alassane Ouattara. Et c'est Simone Gbagbo qui finançait les activités. Un témoignage qui, selon le pays, pourrait avoir été suscité par les autorités ivoiriennes pour neutraliser un adversaire politique de taille. Quoi qu'il en soit, les avocats de Simone Gbagbo ont clamé ce mercredi la publication du rapport psychiatrique de cet ex-chef de milice, sûrement pour en découdre, souligne le quotidien. C'est tout pour ce journal, mais ne raccrochez pas. Tout à l'heure, à 21h, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation sera face aux citoyens dans Dialogue citoyen. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB.